c'est relater l'intrigue de l'élixir d'amour, et ensuite vous pourrez peut-être poser des questions à la fois sur... Quelques semaines avant la représentation, tous ont été invités à une présentation du spectacle. Cela fait partie du dispositif qui avait déjà été expérimenté ici, en direction des publics déficients visuels. En effet, l'Opéra national de Bordeaux n'a pas attendu la mise en application de la loi sur l'égalité des chances, qui doit rendre obligatoire l'accessibilité de la culture pour les personnes handicapées. Alors pour aller très très vite, donc nous sommes dans un petit village italien. C'est un petit village dans lequel il y a un fermier, un jeune garçon de ferme qui s'appelle Nemorino. Et Nemorino était éperdument amoureux d'une très belle jeune femme qui s'appelle Adina. Je voulais savoir, est-ce que vous chantez en italien ou en français? Et si c'est difficile d'apprendre la langue italienne? J'imagine pas qu'on puisse chanter un ouvrage italien autrement qu'en italien. C'est-à-dire que ça fait partie de la sonorité d'une couleur qu'on n'aurait pas avec une autre langue. Comment vous faites pour organiser vos journées? Nous avons chacun nos habitudes pour l'apprentissage du rôle. Là, pour moi, j'avoue que je fais la plupart de mon travail entre les répétitions en marchant dans la ville. Je passe beaucoup de temps dans le théâtre, ce qui est merveilleux, et je trouve que ça me permet un côté libre, enfin qui stimule ma créativité dans mon travail. Alors maintenant, comme on vous l'a dit au départ, on va vous laisser approcher des éléments de décor, des accessoires, des costumes de l'élixir d'amour. On a constaté, on a un vrai retour. Voilà, c'est vrai qu'il y a une logistique importante. La conférence, on est les seuls à le faire en France, mais c'est vrai qu'on a vu que ça permettait d'avoir un public qu'on n'aurait pas, sinon on n'aurait qu'un public qui est soit éduqué, qui soit déjà venu, parce que c'est vrai qu'on a des non-voyants qui ont perdu la vue en cours de vie, Didier Ono, qui avaient l'habitude de venir à l'opéra et qui continuent à venir parce qu'ils ont en mémoire les choses, mais on a un public de non-voyants de naissance qui, lui, n'a jamais assisté à quoi que ce soit et qui on a besoin vraiment d'expliquer et puis de faire, entre guillemets, une école du spectateur. Je vous laisse toucher le flacon. Là, c'est ça, le flacon. Voilà le flacon. Vous voyez les clés de main. C'est ce que je vais faire. Ça nous met déjà dans l'ambiance. C'est un plus. Et ces conférences sont absolument essentielles et j'espère qu'elles vont perdurer dans la représentation en audiodescription à Bordeaux. Ça, quand vous en parlera, vous pourrez vous le représenter. Ces masques qui étaient présentés, ça c'était formidable parce que d'abord quand on m'a parlé du masque, quand je suis arrivée, moi j'imaginais des masques vénitiens. Hein, pas du tout. Vous voyez, il faut avoir un contact physique avec pour savoir ce que c'est. L'intervention de l'un des chanteurs, je me doute bien qu'il ne chante pas tout haut dans la rue, mais c'était une manière très vivante de nous faire envisager le travail de création d'un chanteur. J'ai eu l'occasion de regarder les costumes, les masques, et donc c'était vraiment Anaïs Léziac. voir comment c'était fait. Franchement, il y a du boulot derrière, quoi. Au soir du spectacle, Anaïs est venue avec Salim et un petit groupe du Centre Perlong. Accueillis dans le hall du Grand Théâtre, ils reçoivent, comme toutes les personnes qui en ont fait la demande, un casque autonome. Comme un baladeur, d'accord? T'as le fil qui relie jusqu'à l'appareil, normalement, voilà. L'assistance pour la diffusion sonore et la transcription de la mise en scène sont fournies par l'association Accès Culture, spécialisée dans le spectacle vivant. Je suis arrivé à Chaillot, moi, en 1990, pour un stage de la mise en scène. Et Frédéric Leger. J'ai, par le travail que je faisais à ce moment-là, vu une prolongation sur l'accueil des personnes handicapées, sourdes et aveugles en l'occurrence, à travers l'expérience de la VH et du cinéma pour les aveugles. Donc j'ai fait un projet à Jérôme Savary qui allait dans ce sens-là, qu'il a accepté, qu'on a mis en place à partir de 1990 de la rentrée sur le Songe d'une unité, et qui, en 1993, s'est transformé en association parce qu'on a vocation à proposer ce service à plein de théâtres. On n'a pas vocation à ce que ça soit qu'à Chaillot. Donc on a créé l'association à ce moment-là et on l'a proposé
à d'autres théâtres de s'associer à travers cette offre culturelle. Les commentaires déjà enregistrés sont calés en direct par un régisseur. Les femmes avancent ensemble pour écouter Gianetta. Celle-ci poursuit. L'oncle de Nemorino est mort, laissant un héritage immense au jeune homme. Les villageoises promettent d'être discrètes.